Florence Brisset-Foucault, bonjour. Bonjour. Depuis le 20 novembre, l'opposant Kizza Besigye comparaît devant la justice militaire ougandaise pour possession illégale d'armes à feu dans le but de déstabiliser la sécurité nationale. Est-ce que ce chef d'accusation est crédible ? Alors, c'est pas la première fois que Kizza Besigye a été accusé de collusion avec des rebelles armés pour renverser le gouvernement. Ça avait déjà été le cas en amont de l'élection présidentielle de 2006. À l'époque, les accusations n'avaient absolument pas tenu. Il avait finalement été blanchi. Pour cette fois, on ne sait pas encore, mais en tout cas, ça fait partie de ces formes classiques de décrédibilisation de l'opposition qui sont utilisées par le régime. Alors, ce qui frappe tout de même, c'est que Kizza Besigye, qui est médecin, qui est civil, comparaît devant un tribunal militaire. Ah oui, tout à fait. Et ça fait partie des nouveautés, je dirais, des 4-5 dernières années en Ouganda. Il n'est pas le seul civil à être poursuivi en cour martiale. Et d'ailleurs, ça continue, même si il y a quelques années, en 2022, il y avait une décision de la Cour constitutionnelle qui disait que c'était illégal de poursuivre des civils en cour martiale, mais ça se poursuit et il n'est pas le seul à être dans ce cas. Il y a quelques jours, son avocat, Aaron Kizza, qui est lui aussi un civil, a été condamné à 9 mois d'emprisonnement pour outrage à la cour, par une cour militaire également, en quelques heures, et visiblement en toute irrégularité. Donc ça ressemble à du harcèlement judiciaire. Kizza Besigye disait lui-même il y a quelques années qu'il avait été arrêté des dizaines de fois et qu'il avait arrêté de compter. Donc oui, je pense que ce qualificatif est tout à fait idoine. Besigye, c'est que, je dirais, la partie émergée d'un vaste iceberg répressif qui s'abat sur l'opposition depuis plusieurs années en Ouganda. Au-delà des grandes célébrités qui se font arrêter régulièrement et qui sont poursuivies, donc soit par des tribunaux pénaux civils, soit en cour martiale, il y a aussi, je dirais, les plus petites mains de l'opposition qui sont aussi poursuivies, mais qui, elles, passent beaucoup plus inaperçues, voire se perdent un peu dans les tuyaux de la machine judiciaire et disparaissent. L'épouse de Kizza Besigye, Winnie Byanyima, qui dirige le programme ONU-SIDA pour le monde entier, affirme que son mari a été kidnappé en novembre à Nairobi, puis transféré de force à Kampala. C'est quand même pas très courant. Comment se fait-il que le Kenya ait laissé faire cela ? Oui, elle parle, Winnie Byanyima a parlé de paradis des kidnappeurs pour parler de la capitale du Kenya, Nairobi. Donc c'est évidemment une formule très forte. Là encore, Kizza Besigye n'est pas le seul opposant étranger à avoir été arrêté récemment dans la capitale du Kenya. Il y a eu aussi des opposants turcs, sud-soudanais, rwandais, nigérians qui ont fait les frais de cette pratique. Concernant les Ougandais, c'est pas le seul non plus. En juillet dernier, il y a une trentaine d'opposants ougandais qui s'étaient rassemblés du côté de la ville de Kisumu, dans l'ouest du Kenya, qui ont été aussi arrêtés violemment, puis mis dans des camionnettes et transportés de l'autre côté de la frontière pour être ensuite emprisonnés en Ouganda. Donc, à la fois, c'est pas nouveau parce que c'est des choses qui rappellent très fortement les années 70 et 80, où il y avait beaucoup d'opposants ougandais à la dictature d'Idi Amin Dada, puis à la dictature de Milton Obote, qui étaient réfugiés au Kenya et qui subissaient la répression des agents secrets ougandais et des services de sécurité kenyans lorsqu'ils étaient en exil. Mais en même temps, c'était pas arrivé depuis une quarantaine d'années. Donc c'est à la fois pas très nouveau et en même temps, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Peut-on parler d'un axe entre William Ruto et Yoweri Museveni contre les opposants ougandais ? Je ne sais pas dans quelle mesure il faudrait aller enquêter plus avant pour voir dans quelle mesure les autorités kenyanes apportent une assistance aux services ougandais pour faire la police sur leur propre territoire. Mais en tout cas, ce que l'on observe, c'est une multiplication de ces arrestations d'opposants étrangers au Kenya. Et après une transnationalisation des mobilisations qu'on a pu observer en juillet dernier, où il y avait des liens et des formes de diffusion des mobilisations anti-gouvernement entre le Kenya et l'Ouganda, puisqu'il y avait eu ces grands mouvement de mobilisation au Kenya, le mouvement Ruto Must Go contre la loi fiscale au Kenya, qui avait ensuite été émulé en Ouganda en juillet dernier. Là, on assiste à une transnationalisation de la répression, c'est évident. Dans les années 80-90, le docteur Kizza Besigye était le médecin personnel de Yoweri Museveni, mais depuis 25 ans, il est son principal opposant. Il a aujourd'hui 68 ans, soit 12 ans de moins que le chef de l'État ougandais. Est-ce que Yoweri Museveni en a encore peur ? C'est difficile à dire. Moi, la manière dont je vois cette arrestation qui a surpris beaucoup de monde parce que Besigye n'était plus tellement sur le devant de la scène politique. C'était une autre figure de l'opposition, Bobi Wine, qui avait pris la suite, notamment lors de l'élection présidentielle de 2021, la dernière élection présidentielle. Et Besigye était plutôt en retrait. Donc, on a été un peu surpris de cette arrestation. Moi, la manière dont j'interprète les choses, c'est que c'est une démonstration de force et une manière pour Museveni de montrer que c'est toujours lui qui tient les règles du jeu et qu'on ne peut pas aller au Kenya participer à un événement avec une figure majeure de l'opposition au Kenya, qui est Martha Karua, sans que ça fasse réagir les autorités ougandaises. Alors vous l'avez dit, depuis quelques années, un autre
opposant occupe le devant de la scène ougandaise, c'est l'artiste Bobi Wine qui a réuni officiellement 35% des voix à la présidentielle de 2021. Y a-t-il une querelle de leadership au sein de l'opposition entre Kizza Besigye et Bobi Wine ? C'est une opposition extrêmement fragmentée. Ils n'ont jamais réussi, et là c'est au-delà de Besigye et Bobi Wine. Depuis le début des années 2000, l'opposition a énormément de mal à faire front commun contre Yoweri Museveni. Bobi Wine et Besigye, ils ont beaucoup en commun, notamment cette capacité à mobiliser la rue et cette popularité parmi ce qu'on appelle les jeunes du ghetto à Kampala, c'est-à-dire la population jeune paupérisée, qui représente une part ultra importante de l'électorat. On parle d'un pays où la moitié de la population a moins de 17 ans. C'est un pays extrêmement jeune. Et donc, ils sont tous les deux sur ce terrain de la mobilisation de la jeunesse et de se positionner du côté des populations marginalisées et de les mobiliser dans la rue. Et pourtant, on n'a jamais vraiment assisté à un rapprochement entre les deux. Mais par contre, Besigye ne s'était pas présenté à la dernière présidentielle en 2021. Il avait laissé la voix à Bobi Wine. Et là, apparemment, le docteur Besigye avait envie de revenir dans la course. Ça, je peux pas vous dire, je sais pas. Avec le risque qu'il soit condamné et qu'il ne puisse pas se présenter l'année prochaine. Oui, alors ça peut aussi traîner. Il faut se rappeler qu'entre 2005 et 2006, il avait été arrêté en pleine campagne électorale pour le même genre d'accusation. On l'accusait de faire partie d'un groupe rebelle à l'époque et il était aussi accusé de viol et qu'il avait déposé sa candidature pour la présidentielle depuis sa cellule. Il avait finalement été libéré sous caution au moment du vote, mais il a déjà l'expérience d'une campagne électorale sous les verrous. Donc là, à voir et puis voir aussi pour la condamnation. Bien sûr. Ce qui veut dire qu'en Ouganda, les juges ne sont pas toujours aux ordres ? Non, et c'est pour ça aussi que le développement récent de ces dernières années du passage par les cours martiales est intéressant à cette aune-là. C'est qu'on avait un système judiciaire qui évidemment n'était pas parfait, mais qui conservait une certaine indépendance. Et on peut penser que ce recours de plus en plus important aux cours martiales, y compris pour juger des civils, est une manière de le court-circuiter. À la présidentielle de l'an prochain, tout laisse penser que Yoweri Museveni, qui est aujourd'hui âgé de 80 ans, va se représenter pour un 7e mandat. Quelles sont les chances de l'opposition face à lui ? Les chances de l'opposition, je vous disais tout à l'heure qu'elle est extrêmement fragmentée, éclatée, avec beaucoup de mal à créer des liens et à s'accorder pour une candidature unique. Alors on va voir ce qui va se passer maintenant. En 2021, donc Besigye ne s'était pas présenté, ce qui a permis à Bobi Wine, entre autres, d'avoir un score tout à fait correct, 35%. En tout cas, un score qui correspondait au score de Besigye à l'élection de 2016. Donc on ne sait jamais, mais étant donné le passé récent, je ne suis pas très très optimiste pour l'opposition. En juillet dernier, des jeunes de Kampala ont voulu imiter les jeunes de Nairobi qui avaient manifesté au cri de « Ruto must go ». Ils ont voulu défiler, eux aussi, contre la vie chère, contre la corruption, mais la répression a été immédiate. Est-ce à dire que l'opposition ougandaise existe, mais qu'elle n'est pas assez forte pour tenir la rue ? Il y a eu des moments dans le passé, et notamment au début des années 2010, des grands mouvements sociaux de rue, à un moment justement où l'opposition était à peu près unie, et où les appels à manifester avaient été lancés non pas par des partis d'opposition directement, mais par une coalition dite de la société civile au sein de laquelle les hommes politiques et femmes politiques de l'opposition étaient admis. Donc c'était le grand mouvement social qu'on a appelé Walk to Work, marcher au travail, qui consistait donc à protester contre la vie chère en refusant de prendre les transports en commun et en créant des grands cortèges de personnes qui marchaient pour aller au travail le matin et qui du coup évidemment bloquaient la circulation. Donc il y a une histoire de grands mouvements sociaux qui occupent la rue. Ça n'a pas marché en juillet. À mon avis, c'est pour plusieurs raisons. En comparaison avec le Kenya, où on avait une réaction de la part d'une population excédée face à une nouvelle loi qui changeait la fiscalité et qui du coup allait augmenter drastiquement le coût de la vie et notamment le coût des produits de première nécessité. Là, c'était différent en Ouganda. Il n'y avait pas un agenda politique et un agenda législatif qui suscitait une indignation populaire profonde. C'était de l'émulation de la part de militants ougandais qui étaient inspiré de ce qui se passait au Kenya. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des scandales de corruption en Ouganda et un mécontentement contre les élites politiques, mais il y avait moins ce côté de choc moral et de réactivité par rapport à une loi qui allait affecter l'ensemble de la population kenyane, je dirais. Et en effet, il y a le contexte répressif qui, même si ça se dégrade beaucoup au Kenya depuis quelques mois, est quand même encore plus resserré en Ouganda. Donc les gens, évidemment, hésitent à prendre la rue étant donné les risques qui sont impliqués. Depuis 3 ans, l'un des fils de Yoweri Museveni, le général Muhoozi
Muhoozi Kainerugaba, qui est chef d'état-major de l'armée ougandaise, aspire ouvertement à succéder à son père, mais en septembre dernier, il a promis qu'il soutiendrait son père une dernière fois pour la présidentielle de 2026. Est-ce que ce fils impétueux n'est pas en train d'affaiblir le camp du président? Alors, il y a en effet beaucoup d'interrogations sur dans quelle mesure une candidature Muhoozi serait soutenue par, d'une part, la vieille garde au sein du mouvement de résistance nationale, donc en gros, les anciens combattants de la liberté, ceux qui ont fait la guerre du maquis pendant les années 80, et puis aussi de voir dans quelle mesure il sera soutenu au sein de l'armée et au sein de la population. Donc, il y a des interrogations par rapport à ça. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a aussi un autre joueur dans cette arène autour de la question de la succession, c'est le gendre, en fait, qui s'appelle Odrek Rwabuogo, qui est marié à la deuxième fille du président, la pasteur Patience Rwabuogo, et qui a été au départ assez critique de Museveni, puis qui s'est rapproché de lui. Et il y a quelques mois, il y a eu une violente dispute entre Muhoozi, donc le fils, et Rwabuogo, le gendre, sur les réseaux sociaux. Et beaucoup d'Ougandais interprètent cela comme étant une dispute par rapport à la question de la succession. Avec cette petite phrase du général Muhoozi, de toute façon, pour succéder à mon père, il ne peut y avoir qu'un militaire ou un policier. Alors c'est peut-être en effet un message envoyé au gendre qui, lui, est un communicant et un homme d'affaires et qui n'est pas un militaire. Je ne sais pas. Mais bon, les voix du général Muhoozi sont parfois assez difficiles à interpréter. Florence Brisset-Foucault, je vous remercie. Merci à vous.